Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Introducing first, Benoît Baudouin, RDS Info à Las Vegas. and now introducing his opponent. C'est terminé! Victoire de Patrick Côté! Merci beaucoup tout le monde au Québec. Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode de Dans la cage, 2 novembre 2021. Ben Baudouin qui est avec vous. Et pour ceux qui nous regardent en vidéo, eh bien, vous remarquez que l'ami Pat Côté n'est pas présent aujourd'hui pour le podcast, mais il est très bien remplacé. Les fans d'arts martiaux mixtes du Québec, oui, le connaissent peut-être. Mais pour certains d'entre vous, je pense que vous allez le découvrir. Max Carabine, comment ça va, mon ami? Salut Ben, ça va super bien. Je te remercie vraiment beaucoup de l'invitation. Ça me fait plaisir. Très content de t'avoir avec nous. De un, parce que Max est quelqu'un de très divertissant. Vous pouvez suivre sa chaîne YouTube. Il participe à plusieurs podcasts également d'arts martiaux mixtes. Suis ça. Un fan fini. Et c'était la bonne personne pour remplacer Pat aujourd'hui. Pourquoi Pat n'est pas là? Ben, c'est parce qu'il est avec Yohan Lennes, combattant québécois, qui va affronter ce soir, comment s'appelle-t-il? Justin Burlinson à Dana White Contender Series. Et je pense pas qu'il y a une personne au Québec qui a plus suivi Dana White Contender Series cette année. Pas vrai, Max? Non, je suis un gros fan de cette série. C'est super excitant. Tu sais, c'est des gars et des filles qui se battent pour un contrat dans l'UFC. Fait que ça donne tout le temps des combats super électrisants. Effectivement, je suis ça chaque semaine. Je suis un fier partisan. Fait que ça va me faire plaisir de t'en parler puis à tous les auditeurs. C'est ça. Plus tard dans l'émission, on va parler bien sûr de ce combat très important pour Yohan Lennes. Max va nous expliquer ce que doit faire Yohan pour mériter un contrat à l'UFC ce soir. J'ai des petites informations privilégiées. J'ai parlé à Pat vendredi passé, très confiant que Yohan va l'emporter ce soir. Mais on met la table pour ça. Plus tard dans l'émission, on va revenir sur l'UFC 267 de la semaine dernière aussi, Max, et parler de l'UFC 268 également. Mais tout d'abord, on a un invité spécial aujourd'hui au podcast. Le grand Manitou derrière le retour des arts martiaux mixtes au Québec. Et j'ai nommé M. Daniel Lafont, président de Samouraï MMA. Salut, Daniel. Ça va très bien. J'espère que toi aussi, ça va parce que c'est des grosses semaines que tu as vécues dernièrement, des grosses semaines qui s'en viennent aussi pour mettre sur pied ce fameux gala Samouraï MMA numéro 1 qui doit avoir lieu le 19 novembre prochain. Daniel, avant de faire la genèse de tout ça, avant de parler de toi, de parler de ton implication dans les arts martiaux mixtes, pourquoi tu as décidé de partir Samouraï MMA, il faut parler de ce qui s'est passé au cours des derniers jours, parce que ça brasse pas mal. Tu as vécu plusieurs embûches là, au cours des dernières semaines dans la mise en place de ton gala, mais là, une autre tuile qui t'est tombée sur la tête, la régie des alcools, des courses et des jeux, qui resserre vraiment ses restrictions et qui refuse de donner des permis de combattants à des combattants qui avaient une expérience amateur, mais qui étaient censés faire leur début professionnel à Samouraï 1 le 19 novembre. Explique-nous, qu'est-ce qui s'est passé avec la régie? C'est simple. Jeudi passé, on a reçu un appel de la régie qui nous disait finalement qu'il n'approuvait pas 4 des combats sur la carte. Et là, on s'est demandé pourquoi. Puis finalement, ils nous ont dit qu'ils ne pouvaient pas reconnaître l'amateur au Québec en MMA. Qui allait appliquer une nouvelle façon de faire et qui veulent créer un comité. Sauf que le problème, c'est qu'en ce moment, ils sont un peu à court de personnel. Ils ne peuvent pas créer le comité tout de suite. Ils m'ont dit à partir de mi-juin, là, peut-être qu'il y aurait assez de staff pour créer un comité. Alors là, les 4 personnes ne sont pas octroyées de combat de permis de combat. Alors, c'est vraiment désolant. Mais on comprend un peu la situation aussi. Les sports de combat, c'est pas évident en ce moment avec la santé publique. Nous, on est une organisation qui veut travailler de pair avec un peu tout le monde. Au départ, quand j'ai commencé cette organisation-là, j'avais dit que je voulais travailler avec les autres promoteurs aussi. Puis les gens avaient trouvé ça un peu spécial. Mais depuis que c'est arrivé, cet événement-là, tous les promoteurs nous ont appelés pour nous leur offrir leur aide. Et ça, je trouve ça hyper stimulant pour la suite.
sais, un gars comme Yann Pellerin, qui est dans New Era, qui est notre compétiteur au Québec, ben lui-même voulait s'impliquer là-dedans. Fait que moi, je trouve que c'est vrai. C'est sûr que c'est une très mauvaise nouvelle en ce moment pour les fans, puis pour les combattants qui se font refuser leur permis. Mais dans pas long, je pense qu'il va y avoir des bénéfices à cette situation-là. Je pense. C'est à souhaiter, définitivement. Je pense que j'ai rencontré Tommy Morrison, justement, dernièrement, puis le petit gars était bien déçu de ne pas pouvoir recevoir sa licence de combattant professionnel. Penses-tu qu'un gars comme Tommy Morrison, justement, s'il attend jusqu'à juin, va pouvoir se battre en amateur d'ici ce temps-là? Il va vraiment falloir qu'il attende d'avoir sa licence professionnelle. Non, Tommy Morrison, on est en train de préparer quelque chose pour lui. D'ailleurs, les 4 combattants, on est en train de faire un plan. On a suggéré les 4 combattants à une autre organisation en ce moment, BTC, pour ne pas la nommer, avec Rob Fever. On espère que ça va fonctionner. Leur carte était le lendemain de notre carte. Vont essayer de faire leur gros possible pour essayer de les mettre sur leur carte. Sinon, ils seront de la prochaine carte. Nous, à la base, on est là pour les combattants. Et c'est ça qui va faire la différence, c'est qu'on va pouvoir les placer quand même assez rapidement pour qu'ils aillent faire leur expérience peut-être en Ontario ou aux États-Unis, on va voir. Mais comme de cette façon-là, ils vont pouvoir revenir et pouvoir avoir leur permis de combattant et les choses vont se régler de cette façon-là, je pense, en attendant qu'il y ait le comité. C'est ça qui est un petit peu... Ouais, c'est ce qui est un peu spécial parce que tu as nommé Tommy Morrison. Il y a 4 combattants là, qui devaient se battre sur Samouraï qui sont faire leur début pro, donc qui sont touchés par cette nouvelle mesure. Puis ce qui est un peu particulier, c'est que si tu es 1-0 ou même 0-1, en fait, tu vas avoir ton permis sans problème. Mais si tu es 0-0, mais même si tu as une très longue expérience amateur comme Tommy Morrison, ou une expérience amateur, pas juste en arts martiaux mixtes, mais en sport de combat, je pense que tu as un ancien lutteur au niveau national, là, tu sais, je veux dire, on parle d'un gars qui a une belle expérience. Il y a toujours un danger. Là. C'est un sport qui est assez dangereux, tout ça, mais selon son background, on devrait pouvoir lui donner son permis, mais on ne fait pas d'exception. Là. Si tu es 0-0, pas de permis. Tommy Morrison et Yannis Hazard, c'est 2 champions. Vraiment, là, des gros prospects, là, on pourrait dire, là, des valeurs sûres en MMA. C'est ça qui est un peu triste, tu sais. Un gars comme Alain Girard a fait peut-être 20-25 combats amateurs dans 3 catégories de poids, je pense. Tu sais, c'est des gens qui ont énormément d'expérience, qui sont prêts, qui ont beaucoup plus de combats que certains professionnels en ce moment même, qui sont même avec Samouraï. Alors, c'est une technicalité là, que la régie a pris. Je pense que il faut comprendre qu'en ce moment, comme je disais auparavant, c'est pas un temps facile pour les sports de combat. Et je parle de tous les sports de combat. Je parle de la boxe, entre autres. Il va falloir qu'on s'ajuste, qu'on travaille ensemble, qu'on trouve des solutions aussi avec la régie pour que tous se sentent confortables dans les règles mises en place. Je pense que ça fait 2 ans qu'il n'y a pas eu de MMA, 2 ans, 2 ans et demi. On est capable encore d'attendre 2-3 mois là, pour essayer de fixer quelque chose avec la régie pour que après ça, on part en grande puis on s'organise pour que ça marche vraiment, vraiment bien. Max, je vais y aller avec une question parce que avant de passer à la carte en tant que telle, parce qu'il va quand même y en avoir un gala le 19, mais Daniel, je veux peut-être pas que tu répondes à la place de la régie, mais est-ce que tu as senti, avec les discussions que tu as eues avec eux, est-ce que tu penses que ça a un lien avec le triste décès de Jeannette Zacharias Zapata? On sait que la régie l'a pas eu facile dans les derniers mois. C'est un accident vraiment triste et grave qui est arrivé. Il y a eu une levée de bouclier un petit peu de resserrer là, peut-être les règlements autour des sports de combat et la façon dont on décerne les permis. Est-ce que ça a un lien avec cet événement-là, le fait qu'on resserre les règles pour tes combattants samouraïs? Ben, c'est difficile à répondre à cette question-là parce que ça n'a pas été mentionné durant la réunion. Je pense qu'il faut quand même être assez honnête pour dire que la sécurité des combattants est primordiale. Moi, depuis le début, je dis toujours, un combattant, il faut qu'il y ait un fight camp, là, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais un camp d'entraînement, excusez-moi. Un camp d'entraînement adéquat de 2 mois, puis
c'est certain que, tu sais, des fois, quand tu fais venir des boxeurs de l'extérieur, est-ce qu'on peut savoir exactement si le camp d'entraînement était bien? Il y a aussi une chose que personne ne parle, mais que je veux quand même mentionner, le fait que tous les fighters doivent être vaccinés maintenant. Ce que ça fait aussi, c'est que ça diminue le bassin. Avant, les fighters, il y en avait beaucoup qui n'étaient pas vaccinés non plus. Alors, ceux qui n'ont pas voulu se faire vacciner, ça a diminué un petit peu le bassin. Je pense qu'en ce moment, la régie prend une bonne décision pour vraiment vérifier le plus possible ce qu'eux peuvent contrôler. Et nous, en tant qu'organisation aussi, on doit faire ça. On doit vérifier, pas juste des fiches sur topologie, je le dis souvent, il faut rencontrer le combattant, faut parler avec, faut voir ses entraînements, faut avoir des vidéos. C'est ça qui va faire en sorte qu'on va grandir. Là, je parle en MMA, mais je parle aussi en boxe. Je pense que les fiches, ça peut être un peu trompeur des fois. On ne sait pas contre qui s'est battu. Est-ce qu'on connaît tous les adversaires? Je pense qu'il y a un travail à faire. La régie fait leur travail du mieux qu'il peut avec le staff qu'ils ont en ce moment. Je pense qu'on va être capable de travailler conjointement. Et c'est pas le temps de partir des chicanes, c'est le temps de trouver des solutions. Et on va essayer de trouver des solutions. J'admire ta philosophie. Effectivement, Ouais. ça doit venir d'une bonne place. Puis on va continuer comme ça. Puis c'est comme ça que Samouraï va pouvoir s'élever dans les rangs des organisations d'arts martiaux mixtes de prestige. Moi, j'étais curieux. Ça vient de où le nom Samouraï? Vous avez décidé ça comment de l'appeler comme ça, la promotion? Ben, en réalité, ça, au départ, on regardait pour un nom qui représenterait bien les combattants, tu sais, c'est des guerriers, tout ça. Puis Samouraï, c'est arrivé très, très, très rapidement, puis on a voulu l'écrire comme en québécois aussi, en le marquant Samouraï au lieu de dire un U, Samouraï. C'est des guerriers, puis c'est venu comme ça. J'ai toujours aimé ce mot-là. J'aime aussi l'ambiance d'un samouraï. Le respect aussi des fighters entre eux autres. Souvent, on l'a dit au début, tu sais, les face-à-face, on trouve ça bien, mais on aime ça aussi le salut, le respect en combattant. C'est ça qu'on voudrait instaurer aussi là, dans nos prochains galas, hein, dans notre prochain gala qui commence le 19 novembre. Vends-nous-le, Daniel, ton gala du 19 novembre. Là, c'est le grand retour des arts martiaux mixtes au Québec. Ça fait, là, je me rappelle, je n'ai pas vérifié, là, mais ça fait plus que 2 ans qu'il n'y a pas eu de gala d'arts martiaux mixtes chez nous. Ça va avoir lieu le 19 novembre, ce grand retour. Et malgré les embûches, tu as quand même de très beaux combats confirmés. En tête d'affiche, Michael Dufort et Alex Morgan. Exactement. Écoutez, les 4 combats qu'on a perdus, qu'on essaye de remplacer en ce moment même avec les 4 athlètes qui ont été pénalisés, on pense qu'on va être capable de les remplacer. Mais les 4 finales, nos 4 premiers combats de la soirée, nos 4 derniers combats de la soirée, là, eux, ils sont intacts. Je pense que les gens vont voir un spectacle grandiose. On a 4 combattants, la finale et la demi-finale, qui les 4 pourraient se battre dans l'UFC demain matin. Je pense qu'un Michael Dufort qui attend sa chance depuis très longtemps va faire sa première finale. Ce gars-là a un talent incroyable. Il est sérieux à l'entraînement. Là, c'est pas parce qu'il se bat pour Samouraï que je vous dis ça. Ça fait des années que ce gars-là le mérite. D'ailleurs, Max le connaît très, très bien. C'est un gars qui est toujours au gym. Alex Morgan, ben, pour terminer avec Max se bat contre un gars qui sort du UFC. Ces 2 derniers combats sortent de l'UFC. Ouais, Karl Popolek, qui est vraiment un gars qui a une machine de cardio spectaculaire, qui a eu des combats qui n'ont pas été faciles au UFC, des bonnes guerres aussi. Je pense que ça va être un très grand test pour Michael Dufort. Et ça promet pour être un combat incroyable. La demi-finale, c'est champion contre champion. Alex Morgan. Alex Morgan, excusez-moi. Alex Morgan contre Magadamo. Magadamo, qui est champion du Unify au Canada, la plus grande organisation en ce moment au Canada, va se battre contre Morgan. Ça va être un combat, encore là, pour ceux qui ont vu le combat d'Alex en France, qui a fait son retour après 2 ans d'absence. On veut un gars qui est passé rapidement à un plan B. Un gars qui est rendu complet, un combattant, là, qui est entraîné par Donald Ouimet, qui fait pas les choses à moitié.
Ça va être vraiment, vraiment un très bon combat. Ça, j'ai vraiment hâte à ce combat-là. Et il y a un autre combat aussi sur la carte, le retour de Fred Duprat, qui est le partenaire d'entraînement de Michael Dufort. Manquez pas ce gars-là. Allez pas vous acheter des liqueurs ou de la bière pendant son combat. C'est un gars ultra spectaculaire qui a un avenir incroyable en MMA. Et ça aussi, ça va être un très, 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 très bon combat. Et je tiens à préciser aussi que son opposant, qui est un peu quelqu'un qui a accepté un combat là, avec pas beaucoup de temps pour se préparer, Patrick Connor. Patrick Connor, c'est un guerrier, ce gars-là. Il est 3-3, s'est battu avec plusieurs très bons combattants au Canada et je m'attends à un très, très, très bon combat aussi. On a le retour de Maxime Carcajou-Poulain, qui est quand même un combattant qui est ultra complet, qui s'entraîne au Tristar, qui est 4-1, un gars que les gens vont vraiment, vraiment beaucoup aimer. Alors, jusqu'ici, c'est les 4 combats qu'on peut vous confirmer. Il y a un 5e combat aussi qui est signé. On attend des développements avec la régie pour ce combat-là. Ça, vous n'allez pas être déçus. C'est quelqu'un qui est très, très, très populaire au Québec. On ne peut pas l'annoncer tout de suite, mais aussitôt que la régie va nous donner le droit de l'annoncer, je pense que les gens vont être très, 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 très contents. Et les 3 autres combats, on travaille fort en ce moment même pour remplacer les gens qui ont été refusés finalement. Ouais. Vas-y, Ben. Avant de te laisser partir, Daniel, je veux que tu me parles de ta passion pour les arts martiaux mixtes parce qu'on s'est souvent parlé au téléphone quand tu mettais sur pied ce projet-là. Tu as décidé de partir ça en pleine pandémie. De un, je te trouve ultra courageux. Tu le vis, c'est pas facile. Mais explique-nous, t'es qui Daniel Lafont, puis pourquoi il voulait mettre sur pied Samouraï MMA? Tu n'avais aucun lien avec les arts martiaux mixtes il n'y a pas si longtemps. Non, pas du tout. Moi, le seul lien que j'avais avec les arts martiaux mixtes, c'est que j'étais traiteur pour toutes les organisations, pas mal. Tu sais, j'ai été traiteur pour Jim, pour TKO, Instinct, Rixa. Alors, j'étais un peu dans le domaine, mais de l'extérieur. Moi, ma passion pour les arts martiaux mixtes, en réalité, ça remonte au UFC 1. J'étais au bar Champs pour aller voir les expos contre les Dodgers de Los Angeles. Et le match a été remis pour cause de pluie. Et dans ce temps-là, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est des vieux satellites, ils ne changeaient pas, il a tombé là-dessus par hasard. Et moi puis le propriétaire du Champs, on a regardé le premier UFC. Et même si j'ai trouvé ça ultra violent, parce que dans ce temps-là, il n'y avait aucune règle, je me disais, wow, ça prend quand même du monde assez spécial pour aller se battre comme ça. Surtout dans ce temps-là, il y avait des différences de poids de 100 livres. Et après ça, le UFC, c'est certain qu'ils sont ajustés. J'ai toujours été un fan de ça. Je suis un fan des athlètes en tant que tel. Tu sais, je suis pas juste un fan d'arts martiaux mixtes, je suis un fan d'athlètes. Des gens qui mettent un peu leur vie de côté pour vivre de leur passion. Moi, ça me fait... J'adore ça. Alors, quand j'ai vu l'occasion un petit peu de partir une organisation de MMA, vu qu'il y avait peut-être un autre promoteur à un moment donné qui a décidé peut-être de laisser un petit peu, là, j'ai dit, bon, la première chose que j'ai pensé, c'est de former une équipe. Et je suis tellement bien entouré, tu sais, j'ai des gars comme Éric Aymar qui ont énormément d'expérience, Manu Molinier qui est dans le domaine depuis 20 ans, qui était un des coachs de Marc-André Barrio. Stéphane Vigneault qui m'aide tellement aussi là, dans l'organisation de ce gars-là. Alors, qui est un ancien de TKO, un ancien champion aussi. Alors, tu sais, je suis super bien entouré. On fait ça entre chums. Puis, je pense que le fait d'être proche aussi des athlètes va faire en sorte qu'on va avoir une dynamique différente un peu de ce qui se faisait. Je pense que les athlètes le sentent énormément, sont très fidèles en ce moment. Un gars comme Michael Dufort pourrait se battre à peu près partout en ce moment. Il a choisi de se battre pour Samouraï, c'est sûr qu'il va se battre devant ses fans. Mais je pense que la manière qu'on fonctionne chez Samouraï commence à attirer beaucoup, beaucoup, beaucoup des fighters. Et juste depuis la mauvaise annonce aussi avec les 4 personnes qui n'ont pas eu leur permis, on a eu plein de fighters qui se sont offerts aussi, qui ne sont pas en camp d'entraînement, qui se sont offerts soit d'aller se faire vacciner,
soit de recommencer à s'entraîner. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment le fun. Les prochains galas de samouraï, après ces galas-là, dans les prochains mois, là, dans les 2-3 prochains mois, je pourrais vous dire que vous allez voir beaucoup de retours de fighters qui étaient là avant, qui vont décider d'en revenir puis de joindre l'équipe samouraï. Ça, c'est... Écoutez, les bonnes nouvelles s'en viennent pour les fans. Soyez patients. Là, on a un super bon gala. Tout ce qui me préoccupe en ce moment, je vais vous le dire bien franchement, c'est que nous, on a vendu le gala dans le sens qu'on voulait avoir 8 combats. 7 combats minimum, mais dans le temps, avec la santé publique nous permettait 7 combats. On veut se rendre au moins à 7 combats. Moi, je suis ultra transparent. On a commencé avec 7 combats. On a eu beaucoup d'embûches qui n'étaient pas nécessairement de notre faute, qui n'est vraiment pas de notre faute. Tout notre gala était déjà fait. Mais on va faire en sorte d'avoir 7 combats. C'est très important pour moi. C'est ça la suite des choses. J'ai hâte que les gens viennent revoir les Mick Dufort et les Alex Morgan. Écoute, c'est le 19 novembre au Théâtre Olympia. Il reste quelques billets. C'est en vente sur Ticketmaster. Daniel Lafont, merci énormément d'avoir pris le temps de nous expliquer toute cette situation-là. Ça part d'un bon fond. Donner la chance aux combattants d'ici de se faire valoir, de faire leurs preuves. C'est très important et c'est tout à ton honneur de leur offrir cette tribune-là. Dan, merci énormément. Puis on se voit, c'est sûr, le 19 novembre à l'Olympia. Merci. Hein? Merci à vous deux de couvrir Samouraï. Merci beaucoup. Ciao. Yes. OK, Max. Le temps file, il faut parler de Yohan Lennes ce soir. Là, je te laisse aller. Laisse-toi aller. Avant de parler de Dana White Contender Series, là, avant toute chose, je ne t'ai pas donné la chance de te présenter au début de l'émission, là, mais c'est qui Max Karabine? Là? Où est-ce qu'on peut te voir? Où est-ce qu'on peut t'entendre? Puis c'est quoi ton trip là, des arts martiaux? Mais c'est parce que tu ne fais pas les choses comme les autres. Non, absolument pas. Ben, ça va bientôt faire 2 ans que je couvre ce sport-là. Ça fait longtemps que je le suis. Je suis tombé en amour, comme pas mal tous les Québécois, grâce à Georges Saint-Pierre. Puis je me suis un petit peu éloigné de ce sport-là quand que Georges Saint-Pierre n'était plus dans les parages. Mais avec la pandémie, puis tout, je me suis vraiment comme replongé là-dedans, puis je trippe bien raide. Puis moi, je suis un petit peu comme le gars un peu plus coloré. J'aime pas ça parler de tactique, de stratégie, puis tout. Moi, j'aime ça en apprendre le côté personnel des combattants. Fait que je me suis allié avec Faberglass d'MMA Talk, qui lui est vraiment plus stratégie, justement, puis il connaît très bien comment fonctionnent les combats. Puis moi, ben, je suis le gars coloré, le funny guy qui fait des vidéos drôles. J'aime les sports de combat, j'aime ça comme vulgariser le tout, parce que des fois, c'est sérieux, c'est les combats, puis tout, mais moi, j'aime ça vraiment comme l'envers du décor. Fait que c'est ça, on peut me trouver sur Instagram, sur Twitter, puis sur YouTube, à Maxime Karabine, avec un K, comme vous pouvez le voir en bas de l'écran. Puis c'est ça, un gars coloré. J'aime ça mettre de la couleur dans tout ça. Fait que voilà. On peut t'entendre au 91.9 aussi. Tu es là souvent pour parler d'arts martiaux mix. Tu es chum aussi avec quelques combattants, hein? Ouais, ben j'ai appris à connaître Olivier Aubin-Mercier super bien. Je m'entends très bien avec Pat Côté aussi. Puis des gars comme Tommy Morrison, Mick Dufort, Fred Duprat, Alex Morgan. Tous des gars que je m'entoure d'eux. Puis ils me trouvent bien drôle. Fait que c'est réciproque. Moi, je suis vraiment comme impressionné de ce qu'ils font. Fait que tout va bien. Excellent. Ben, si vous ne connaissiez pas Max, allez le suivre sur ses réseaux sociaux, puis vous allez voir, vous n'allez pas vous ennuyer. Parle-moi de Dana White Contender Series. Là, je vous avoue, je n'ai pas regardé la saison de Dana White Contender Series. Je devrais m'y mettre, honnêtement, parce que c'est, sauf erreur, en tout cas, je pense que c'est rendu la plus importante porte d'entrée vers l'UFC, la façon la plus commune maintenant pour des combattants de scène régionale de faire leur place à l'UFC. Donc, c'est très, très, très important. Peut-être le combat le plus important de la carrière de Yohan Lennes ce soir, n'est-ce pas, Max? Ah, ça, c'est sûr et certain, il n'y a pas de doute là-dessus. Dana White disait la semaine dernière que le Dana White Contender Series s'est rendu la 2e promotion la plus importante, toute promotion qu'on va dire, juste en dessous de l'UFC. Là, il y a des Bellator et des One Championship de ce monde qui ont dit « Ouais, calme-toi un peu », c'est sûr qu'il va prêcher pour sa paroisse. Mais c'est définitivement la porte d'entrée. Si tu veux rentrer à l'UFC, il faut que tu gagnes ton combat au Contender Series. Yohan Lennes, il n'y a pas de doute. Ça va être son 9e combat professionnel, son 8e combat professionnel, pardon. Puis c'est son plus important. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il en a fait 3 chez TKO. Il a remporté super spectaculairement. Puis depuis ça, il s'est battu 4 fois au CFFC, qui est une organisation très, très respectée dans le monde des arts martiaux mixtes, qui est probablement une des très bonnes portes pour rentrer à l'UFC également. Il est devenu champion de cette organisation-là, des 170 livres. Ce soir, il est définitivement celui qui est favori pour remporter son combat face à Justin Burlinson. Je ne sais pas si tu as vu la pesée, là, mais
à vue d'œil, là, Johan Lennes a l'air d'être 2 fois plus gros que Burlinson. Fait que d'après moi, là, il va y rentrer dedans puis on va avoir droit à tout un show. Il y a le co-main event ce soir, donc le combat co-principal. C'est la dernière semaine de la saison 5 du Contender Series. C'est la 10e semaine, la dernière semaine pour cette année. Ça va recommencer juste au mois d'août l'année prochaine. Fait que manquez pas ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que là, pour que les gens comprennent bien, là, il ne suffit pas de gagner son combat pour rentrer à l'UFC. C'est Dana White qui a le dernier mot. C'est lui qui décide. Il a tout le pouvoir. C'est lui qui décide si le combattant a été assez impressionnant ou pas. Qu'est-ce qu'il recherche, Dana White? Regardez les 10 semaines. À quel genre de combattant il a offert des contrats à l'UFC? Ouais, ben c'est vraiment lui qui a le dernier mot parce qu'on le sait, il y a 2 acolytes en Mick Maynard et Sean Shelby qui s'occupent vraiment beaucoup aussi. C'est les matchmakers du Contender Series. Ouais. Puis eux, ils ont une philosophie. Ils veulent absolument. La première étape, là, c'est faire le poids. Si tu fais pas le poids, là, tu pars vraiment avec 2 prises. Puis Johan Lennes a fait le poids. Il est rentré à 171 livres, pardon. Quand je te dis que Dana White est vraiment le gros bout du bâton, c'est arrivé à 2-3 reprises dernièrement que les combattants manquaient le poids de 2-3 livres. Puis ça, là, c'est vraiment un no-no là, pour le Contender Series. Si tu rates le poids, tu fais ton combat, mais les chances que tu te fasses signer sont très minimes. Il y a un combattant anglais qui a raté le poids de quelques livres. Et en plus, ça a l'air que durant la semaine à Las Vegas, il n'était pas super gentil avec les gens de l'UFC. Fait que Mick Maynard et Sean Shelby, c'était pas question qu'ils signent ce gars-là. Finalement, Dana White l'a quand même signé, puis ça n'a pas fait le bonheur de ces 2 acolytes. Fait que c'est vraiment Dana White qu'il faut que tu impressionnes. Puis comme tu le dis, il ne faut pas que tu ailles chercher une décision. Il faut vraiment que tu sois spectaculaire. Même si c'est une décision, c'est pas plus grave que ça, mais il faut vraiment que tu aies tout donné durant le combat. Parce qu'on l'a vu à quelques reprises, des combattants qui ont gagné les 2 premiers rounds, ils se disent lors du 3e round, OK, je vais prendre ça un peu plus relax, on va lutter, on va tenir le gars contre la cage. Ça, Dana White, il n'aime pas ça du tout. C'est pas le genre à Johan Lennes. Johan Lennes est très spectaculaire, il y a des KO incroyables à sa fiche. D'après moi, là, il sait que c'est qu'il faut qu'il fasse. C'est vraiment terminer son adversaire ce soir. Fait que je pense qu'on va le voir réussir. Petite anecdote là-dessus. J'ai fait la description des combats de PFL, Professional Fighters League, cette année. Il y avait un gars dans l'organisation qui s'appelle Brandon Loughnane, un Anglais. Ouais. Et lui, son surnom, ça a été 10 Second Loughnane ou 10 Second Brandon. Parce que lui, il a participé à Dana White Contender Series. Il avait, comme tu l'as dit, dominé son combat et il a pris ça relax au 3e round. Et en fin de combat, alors qu'il avait la victoire dans la poche, ben, il a juste décidé de ralentir l'action en amenant son adversaire au sol à 10 secondes de la fin. Et juste à cause de ça, Dana White a dit « Non, ce gars-là est trop prudent. J'y donne pas de contrat. » Et son surnom, 10 Second Brandon, l'a suivi pour le reste de sa carrière. Ouais. Ça peut être cruel. Ça peut vraiment être cruel. Ah ouais. Dana White, s'il est dans une bonne soirée, il va donner des combats à tous les gagnants, des contrats à tous les gagnants. Dans une mauvaise soirée, peut-être un seul combattant qui va avoir un contrat. Est-ce que c'est arrivé, Max, qui a donné des contrats même à des combattants qui ont perdu? C'est-à-dire que ça a été une guerre de tous les instants, un combat ultra serré. Est-ce que c'est déjà arrivé, ça aussi? Oui, absolument. Cette saison, c'est arrivé 1 ou 2 fois maximum, si je me souviens bien. Puis comme tu le dis, là, c'est vraiment difficile pour les combattants parce que ça dépend vraiment dans quel mood Dana White y est ce soir-là. Au début de la saison, là, il donnait des contrats à gauche puis à droite. Puis on dirait que comme la saison avançait, il y a peut-être un quota de contrats à donner. Ouais, c'est ça. Puis là, il était comme OK, là, je vais dépasser mon quota. Fait il y a des combattants à qui il n'a pas donné de contrat qui l'auraient fait s'il s'était battu au début de la saison. Fait que c'est vraiment spécial. Fait que ton mindset, là, il faut que tu arrives là et que tu arraches tout dans la cage. Là, je pense que c'est le mindset dans lequel se retrouve Johan Lennes. J'ai vu des posts de Lévi Labrie, son entraîneur, qui est à Vegas avec Johan depuis maintenant 2 semaines et demie, je pense. Ils sont allés là-bas très tôt pour se mettre dans l'ambiance. J'ai parlé à Pat vendredi passé, Pat Côté, qui est maintenant un des très proches collaborateurs de Johan Lennes. Il va être dans son coin ce soir. Il m'a dit Johan est dans une forme incroyable. Il n'a vraiment pas lésiné sur les efforts. Le clan Lennes considère qu'ils sont les favoris pour remporter ce combat-là. Ça va être un peu un choc de style. Johan, c'est un gars qui est très fort debout, un gars puissant, 5 KO en 7 victoires professionnelles. Son adversaire, Burlinson, est invaincu aussi en 6 combats pro, mais lui, c'est plutôt un spécialiste des soumissions, du grappling au sol. Donc, ça va être un choc de style. Je ne sais pas si tu connais un petit peu Burlinson. Est-ce que tu as eu la chance de regarder peut-être sa fiche ou ses combats, mais à quel genre de fight tu t'attends ce soir, Max? Ouais, ben j'ai vu ses combats à Cage Warriors. Son dernier, en fait, qu'il a remporté par KO au début du 2e round. Fait que c'est un gars qui frappe fort. Cage Warriors, c'est une super belle organisation. Il s'est même battu chez Bellator. Mais j'ai quand même l'impression qu'il n'a pas affronté le calibre de combattant que Johan Lennes a dû faire face à dans le CFFC, qui est vraiment une organisation de calibre mondial. Effectivement, c'est un gars qui a tendance à gagner par soumission.
mais il y a quelques KO aussi à sa fiche. Je pense vraiment que c'est deux gars qui sont bâtis sur le même frame. Yohan Lainez est un peu plus gros, un peu plus violent. Fait que je donne vraiment l'avantage aux Québécois. Mais c'est un combat là, qui va vraiment aller un peu partout, j'ai l'impression. Yohan Lainez a fait une publication dernièrement qui disait qu'il voulait qu'on voit un petit peu plus sa lutte et son jiu-jitsu parce qu'il travaille fort là-dessus. On n'a pas la chance de le voir beaucoup. Comme tu dis, c'est un combattant, c'est un kickboxer à la base, fait qu'il est toujours debout. Il est super bon debout, Yohan. Mais j'ai vraiment l'impression que là, il va vouloir aller un peu partout avec Justin pour justement montrer aux gens de l'UFC qu'il est capable, il est all-around puis il est bon partout. Fait que je m'attends à un combat là, vraiment électrisant. Là, autant des échauffourées par terre que des échanges debout. Là, ça va vraiment être spectaculaire. OK, si vous voulez regarder ça, Dana White Contender Series, c'est présenté ce soir 20h sur la plateforme UFC Fight Pass. C'est également présenté sur les ondes de TSN Go et TSN Direct. Si vous avez votre abonnement si vous êtes abonné à TSN, dans le fond, dans votre abonnement télé, vous avez accès à cette plateforme-là sur Internet. Ce n'est pas télédiffusé ce soir, mais si vous êtes abonné, comme je l'ai dit, vous allez avoir accès sur le site de TSN à Dana White Contender Series. Sinon, en reprise à TSN 5 à minuit ce soir également. Puis c'est sûr que nous, de notre côté, on va en reparler la semaine prochaine. Pat va être de retour au podcast, puis on va essayer d'avoir Yohan également pour parler on espère, sa victoire à Dana White Contender Series ce soir. Et non seulement sa victoire, mais peut-être son contrat en poche pour ses futurs débuts à l'UFC. Donc, très important ce soir pour le Québécois Yohan Lainez. Max, tu as regardé l'UFC 277 le week-end passé? Absolument, je l'ai regardé sur grand écran. En plus, c'est la première fois que je faisais ça. J'allais au cinéma pour regarder une carte de l'UFC. Puis c'était super cool, franchement. Là, giga écran. Puis j'ai eu bien du fun. Fait que c'était une super belle carte. J'ai hâte d'en parler avec toi. Teixeira qui mérite la ceinture des 205 livres pour son anniversaire, pour ses 42 ans. Je pense qu'on a vraiment assisté à une page d'histoire de l'UFC en fin de semaine. Parlons-en. C'était le combat qui a retenu. En fait, il y a eu plusieurs très, très bons combats, plusieurs performances incroyables. On va faire le tour des principales, mais c'est Glover Teixeira, un vieux routier. Moi, je pensais qu'il était fini, honnêtement. Après son KO contre Anthony Rumble Johnson, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a une couple d'années, je pense que c'est une dent qui avait volé dans l'octogone. Je suis là, OK, ce gars-là, il faut qu'il prenne sa retraite. Là. Je veux dire, il approche 40 ans, il a livré des guerres incroyables. Rien enlevé à sa carrière, là, mais je me disais, ce gars-là a plus ce qu'il faut pour devenir champion. Ben, Colin, il m'a fait mentir parce que, comme tu dis, page d'histoire, deuxième plus vieux champion dans l'histoire de l'UFC, avec cet étranglement arrière de Jan Blachowicz à l'UFC 277. Impressionnant. Ah, mais il y a tout un parcours en plus. Quelle belle histoire. Là, on l'a vu dans la cage après avoir remporté son combat. Il y a eu une conversation avec Dana White. Les deux, ça fait plus de 15 ans qu'ils se connaissent parce que Glover Teixeira, là, il était à son prime là, en genre 2005-2006. Il y a eu des problèmes de visa, ce qui a fait en sorte qu'il n'a pas pu se battre à l'UFC. Fait qu'il a fallu qu'il retourne au Brésil où il s'est battu contre des no-names, mais il était vraiment dominant, mais il n'avait pas le visa pour se battre à l'UFC. Puis il est arrivé à l'UFC, je pense, en début des années 2010, 2011-2012. Fait qu'il est arrivé, puis il était déjà relativement vieux, comme tu l'as dit. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui ne croyaient jamais qu'elle allait devenir champion. Il a roulé sa bosse. Il était sur une super bonne streak. Moi, c'est quand il a battu Anthony Smith que là, j'ai fait comme OK, c'est sérieux, le Glover Teixeira, parce qu'Anthony Smith était vraiment sur la pente montante. Et lui, le vieux routier, il a terminé les rêves à Anthony Smith, qui d'ailleurs va probablement se battre contre Blachowicz en prochain combat. Fait que ça risque d'être super intéressant, ça aussi, voir où est-ce qu'ils en sont les deux. Parce que Blachowicz, je l'aime beaucoup, mais j'ai pas l'impression qu'il va pouvoir retourner chercher sa ceinture. Je lui souhaite. Glover Teixeira, même chose. Il va profiter du temps qu'il a avec sa ceinture parce que c'était pas un combat super. C'était un bon combat, mais c'est pas un combat de calibre 205 livres. Tu sais, là, on a Rakic qui se bat. On a vu Ankalaev qui s'est battu sur la carte. C'est des complets tueurs. Le Jiří Prochazka. Fait que la nouvelle génération des 205 livres s'en vient rapidement. Crois-tu que Jan Blachowicz a pris à la légère Glover Teixeira? Moi, c'est l'impression que ça m'a donné. En tout cas, Blachowicz n'a jamais vraiment été dans ce combat-là. Puis, je veux dire, les amener au sol, Teixeira, ça a semblé pratiquement facile. Là. Je comprends que c'est une ceinture noire en 5e dan, je pense, en jiu-jitsu brésilien. Il faut donner le crédit à Teixeira pour ses amener au sol et son contrôle surtout. Mais une fois qu'il était sur son dos, Blachowicz, mon Dieu, il ne se passait pas grand-chose. J'ai comme l'impression que ça m'a donné, c'est qu'il n'a jamais été dans ce combat-là. Il l'a pris à la légère, le vieux Glover. J'ai un peu cette impression-là aussi. On l'a vu dans les Embedded, là, les petites séries que l'UFC font au courant de la semaine. Là, les deux étaient vraiment dans un bon esprit. T'sais. Je dis pas qu'il faut tout le temps être méchant et violent, mais il faut quand même que tu aies une petite hargne. Puis les deux, là, c'était vraiment des grands chummies. Fait que oui, j'ai l'impression
c'est pas le Blachowicz qu'on a vu contre Dominique Reyes quand il est allé chercher sa ceinture à Fight Island il y a peut-être 1 an de ça, où ce que là, il était vraiment au top de sa forme. Effectivement, je pense que tu as mis le doigt dessus, Ben. Je pense qu'il l'a pris un peu à légère, le vieux Glover, pardon. Puis ben, ça va lui servir de leçon. Jiří Procházka. Tout le monde dit que c'est la prochaine merveille, peut-être le prochain champion. C'était lui, d'ailleurs, qui était le substitut, là, si on veut. Si un des deux gars ne faisait pas la pesée ou s'il y avait un malaise ou quelque chose avant le combat, c'était Jiří Procházka qui devait monter dans l'octogone pour le titre. C'est lui le prochain en lice contre Glover Teixeira. Ce gars-là, si vous ne le connaissez pas, tu l'as dit, tu parlais de complet tueur, c'en est un. Là. Ouais, c'est tout un spécimen, mais honnêtement, de tous les gars que je t'ai nommés, Ankalaev, Rakic puis Procházka, je pense que c'est peut-être Procházka qui donne le plus de chance à Glover Teixeira parce qu'il est vraiment fou dans la cage, mais justement, il laisse beaucoup d'opportunités à un gars comme Glover qui est un peu, qui a une bonne boxe, qui est technique. Fait que Procházka frappe très fort. Là, on l'a vu contre Dominique Reyes, mais c'est peut-être un gars qui est un peu moins technique. Fait que je pense que si Procházka affronte Teixeira, je sais pas où c'est que j'irais là-dedans encore. OK, intéressant. En tout cas, c'est le portrait à 205 livres demeure intéressant. Nouveau champion. Et on en parlait souvent avec Pat, d'ailleurs, depuis que John Jones a cédé sa ceinture. Tu sais, John Jones l'a possédé pendant presque 10 ans. Là. Personne n'est en mesure de s'approcher du calibre de John Jones. On se disait, ce gars-là va être champion autant de temps qu'il le veut. Ben, il a décidé de laisser tomber sa ceinture. Et on le voyait venir peut-être qu'il n'allait pas avoir un combattant dominant, peut-être des changements de garde un peu plus souvent. Puis c'est intéressant parce que ça garde un petit peu le momentum d'une division, selon moi, là, quand il n'y a pas un ultra champion, un gars au-dessus de la mêlée totalement. Ça fait en sorte qu'à chaque fois que la ceinture est mise en jeu, ben, tout peut arriver. On en a eu la preuve à l'UFC 267. Classique instantané en demi-finale, Max, entre Petr Yan et Corey Sandhagen. Sandhagen a commencé le combat ultra en force. Je me disais, ça y est, c'est parti. C'est un gars, on le sait, là, contre TJ Dillashaw, il est passé à ça. Là, une autre belle opportunité avec une ceinture intérimaire en jeu contre un gars ultra dominant, Petr Yan, domine les 2 premiers rounds. Finalement, quand Petr Yan passe en deuxième vitesse, à mi-chemin du deuxième round, c'en était trop pour Corey Sandhagen, mais quel combat! Hein? Ah, incroyable. Probablement le combat de l'année, si c'est pas le combat de... C'est peut-être le meilleur combat de l'histoire des 135 livres. Là. Franchement, c'était tellement excitant. Là. Corey Sandhagen, c'est tout un combattant. Moi, je pensais qu'elle allait avoir le edge justement parce qu'on l'a vu le KO qu'il a fait contre Frankie Edgar ou contre Marlon Moraes. Le gars a un knockout power incroyable. Puis Petr Yan sait manger des coups là, parce qu'on l'a vu contre Dillashaw. Là, on l'a vu contre Petr Yan. Corey Sandhagen, il a des genoux là, incroyables. Il réussit à t'amener son genou sur ton menton, puis c'est fini pour toi. Là. Et Petr Yan, en bon russe qu'il est, il reste droit, il reste froid. Il continue, puis c'est incroyable de voir les lectures que ce gars-là, il fait. On l'a vu contre Aldo, puis là, on l'a vu contre Sandhagen. Au début, là, t'as l'impression on l'a même vu aussi contre Aljamain Sterling dans son dernier combat. Il étudie vraiment le gars dans son premier round. Je pense que c'est le combattant que c'est le plus flagrant que tu vois. Il va manger un hook au corps, là, il va le bloquer. La prochaine fois que son adversaire va lui lancer un hook au corps, ben là, c'est là qu'il va contrer les coups, qu'il va counter-punch. Il est vraiment incroyable. Franchement, Petr Yan est impressionnant à voir aller. Ouais, c'est ça, il n'a pas peur de prendre un round, des fois un round et demi, 2 rounds pour étudier. Ça aide quand tu es dans des combats de 5 rounds, là, ça pardonne un petit peu plus. Mais il n'a vraiment pas peur d'étudier au début du combat pour après ça avoir toutes les réponses. Puis c'est exactement ça qui est arrivé cette fin de semaine. Mais selon moi, Corey Sandhagen est plus dangereux pour Petr Yan qu'Aljamain Sterling. Pensez ce que vous voulez du dernier championnat entre Aljo et puis Petr Yan. C'est une erreur niaiseuse là, qui a fait en sorte qu'Aljamain Sterling est champion aujourd'hui en raison d'une erreur d'inattention, une niaiserie de la part de Petr Yan, ce fameux coup de genou illégal. Puis il y a peut-être eu un peu de comédie même là-dedans de la part d'Aljo qui aurait peut-être pu continuer. Mais ça, regardez, c'est fait, c'est fait. Je veux rien enlever à Aljamain Sterling, là. Un excellent lutteur, un gars assez imprévisible aussi, mais il n'a pas les qualités de combattant debout, de kickboxer de Corey Sandhagen. Je pense que Sandhagen, la façon dont Petr Yan est passé au travers de est venu à bout de Sandhagen finalement cette fin de semaine. Je pense pas qu'Aljo l'inquiète vraiment s'il réussit à ne pas faire de niaiserie comme la dernière fois. Non, définitivement. Puis
quand tu dis passer au travers, là, il est vraiment passé proche de le finir. Sandhagen a prouvé qu'il était vraiment tough parce qu'il a mangé des coups incroyables vers la fin du combat. Il est resté debout. Tu sais, il savait à la décision que c'est pas lui qui avait gagné. Il savait très bien que c'était Petr Yan. Puis Sterling a une victoire sur Sandhagen. Très rapidement, au premier round, il a réussi à prendre son dos puis à le choker, rear naked choke. C'est un très bon grappler, Sterling, mais il est loin, très loin d'avoir les qualités debout d'un Corey Sandhagen, comme tu dis. Fait que non, puis le Petr Yan qu'on a vu contre Sandhagen était une coche de plus que le Petr Yan qu'on a vu contre Aljamain Sterling. Fait qu'à son rematch contre Sterling, d'après moi, ça va pas être drôle. Faut quand même pas tasser Sterling si vite que ça parce que ça reste un très bon combattant dans l'UFC. Mais Petr Yan nous a vraiment prouvé contre Corey que c'est un monstre. Là. Franchement, là, il y a beaucoup de haters qui disaient que Petr Yan l'avait eu un peu facile, son acheminement jusqu'au top des 135 livres, parce qu'il n'avait pas affronté les plus gros noms de la division. Mais là, il nous a prouvé en battant José Aldo, en battant Sterling, malgré son DQ, puis là, en arrachant complètement Corey Sandhagen, que c'est un combattant élite au maximum. Ouais, entièrement d'accord. On va y aller rapidement avec les deux autres grosses performances qui ont retenu l'attention cette fin de semaine. Islam Makhachev contre Dan Hooker. Dan Hooker, je l'adore. Chapeau à Dan Hooker d'aller, après un mois, retourner dans l'octogone contre un tueur comme Islam Makhachev. Mais je m'excuse. Makhachev, là, il y a pas les superlatifs méritent d'être prononcés. Là. D'après moi, c'est le futur champion. Je veux dire, la façon dont il est venu, comme ça, là, facile. Il a passé un Kimura à Dan Hooker. Je vois pas, il n'y a pas de trou dans son jeu. Je vois pas qui peut lui donner du fil à retordre, là, même s'il y a d'excellents combattants à 155 livres. Il a vraiment été impressionnant. Ah ouais, je pense que le combat qu'on aimerait tous voir à 155 livres, c'est Makhachev contre Khabib Nurmagomedov parce que... Ouais, ben là, ça va pas arriver. Là. non, il n'y a pas de chance, mais ça serait le combat de rêve vraiment pour savoir lequel est le meilleur. C'est sûr que son stand-up à Makhachev, c'est pas le plus poli des 155 livres, mais tu le mets contre Dan Hooker, qui est un des meilleurs strikers de cette division-là, puis il en a fait qu'une bouchée. Là. Il a évité un coup, il l'a amené à terre, il a quasiment cassé l'épaule. Là. Fait que non... Makhachev est vraiment à prendre au sérieux. Mais je pense que moi, j'attendrai encore avant de lui donner un titre de championnat parce que ce serait intéressant de le voir contre Charles Oliveira si Oliveira battait Poirier. Je pense que Makhachev aurait le dessus sur un Dustin Poirier. Mais là, il parlait de mettre Makhachev contre Benil Dariush, qui est classé troisième, je pense. Dariush est un super bon grappler. Fait que ça serait vraiment l'ultime test. Si Makhachev passe au travers de Dariush, là, tu lui donnes un combat de championnat. Entièrement d'accord avec toi. C'est vrai que c'est peut-être un petit peu tôt, puis je vois pas qui peut l'arrêter. Effectivement, Dustin Poirier, Charles Oliveira, Benil Dariush, Michael Chandler et Justin Gaethje qui vont se battre cette fin de semaine. Je pense qu'il y a des combats dans les prochaines semaines à 155 livres qui vont avoir un impact sur la carrière et sur la suite des choses pour Makhachev. Il y a vraiment congestion là, au sommet à 155 livres. Puis tu parlais de Khabib Nurmagomedov, c'est son dauphin. Là. Khabib est dans le coin de Makhachev. Les deux sont des amis de longue date. Entraîneur et élève. Donc, Khabib est à la retraite, ne va pas revenir, selon toute vraisemblance. Puis s'il revenait, je pense pas que ce serait contre son bon ami Islam Makhachev, mais ça serait intéressant de voir si l'élève dépasserait le maître, en fait. C'est ça qui serait intéressant à voir. Mais surveiller Islam Makhachev, et on va parler de l'UFC 268 dans quelques instants. Benil Dariush, j'aime ça. Benil Dariush, j'aime ça, mais il y a d'autres options aussi. Des gars qui vont se battre un petit peu plus tard cette année. Finalement, Khamzat Chimaev. Ça faisait 13 mois qu'on n'avait pas vu Khamzat Chimaev. On l'a vu, 3 minutes? Ouais. C'est suffisant. Quel brut Khamzat Chimaev. Après 13 mois, le gars a failli terrassé par la COVID-19, a pris sa retraite finalement sur un coup de tête, s'est fait convaincre de revenir. Futur champion à 170 livres, Khamzat Chimaev? J'irais pas jusque-là. Je pense que Usman est vraiment supérieur à lui. Mais ouais, écoute, il affrontait Li Jingliang, puis c'est la première fois que Li Jingliang se faisait terminer au premier round. Son combat le plus court qui s'est terminé, c'était la fin du 3e round. Fait que c'est vraiment un tough, Li Jingliang. Puis Khamzat, j'ai l'impression qu'il l'a un peu pris par surprise, parce qu'il a lutté dans les premiers instants du combat. Il a réussi à prendre le dos de Li Jingliang, puis c'est là qu'on a vu le show Khamzat Chimaev sous nos yeux. Il s'est mis à parler à Dana White comme un malade. Il n'arrêtait pas de dire « Donne-moi n'importe qui, donne-moi Brock Lesnar si tu veux, je vais le battre. »
il met Li Jingliang à terre. Li Jingliang a été super tough, il n'a pas voulu taper. Khamzat l'a étouffé avec un rear naked choke. Victoire encore une fois facile de Khamzat. Il disait tout au long de la semaine qu'il s'attendait à une guerre face à Li Jingliang, ce qui n'a pas été le cas. Le petit gars est vraiment très bon. De là à le mettre déjà champion, je suis pas prêt à dire ça parce qu'il y a... Mais c'est vrai que les 170 livres, c'est pas la catégorie qui est la plus contingentée. T'as Usman puis Covington. Puis après ça, Masvidal, je suis pas mal sûr que Chimaev il passe au travers de Masvidal. Wonderboy Thompson, ça pourrait être intéressant aussi. Il y a un potentiel, mais je le verrais pas battre Kamaru Usman pour l'instant. Ouais, donc Kamaru, c'est sûr qu'on parle du combattant numéro 1 livre pour livre présentement. D'ailleurs, tu sais, les oddsmakers, les preneurs au livre de Las Vegas s'amusent toujours à faire des pronostics. Là, puis il y a des cotes qui sont sorties présentement en vue d'un potentiel duel entre Usman et Khamzat Chimaev. Usman est encore le favori, avec raison, je suis d'accord. Mais Khamzat a callé Nate Diaz. Dana White, liche les babines, dit « Je suis prêt n'importe quand. On va appeler Nate cette semaine. On va essayer de mettre ça sur pied. » Ça te parle, toi, Max? Non, pas du tout. Non? Ça va être drôle. C'est sûr que ça serait vraiment drôle comme combat. Pas le combat en tant que tel, mais comme tout le build-up entre Nate Diaz et Khamzat Chimaev, c'est sûr que ça m'intéresse. Mais le combat en tant que tel, pas du tout, parce que Chimaev est à des années-lumière, je pense, du calibre de Nate Diaz. De ce que j'ai vu à son dernier combat contre Leon Edwards, là, ça m'intéresse pas trop. Moi, Nate Diaz, là, je le verrais affronter Conor McGregor, puis peut-être des vieux de la vieille comme Cowboy Cerrone, mais pas un Khamzat Chimaev affamé qui est prêt à tout manger. Là. Ouais, je comprends. C'est ça. L'affaire en plus, c'est que Khamzat Chimaev va clairement faire son entrée dans le top 10. Là. Il a battu celui qui est classé numéro 11. Nate Diaz n'est pas classé présentement, mais ce sera un money fight, en fait, parce qu'on sait que Nate Diaz est un combattant ultra populaire. Ce qui m'intéresserait, en fait, dans ce combat-là, c'est de... On sait que Nate Diaz, c'est un dur de dur. Là. Lui, il ne va pas abandonner. Il faut vraiment que tu faut pas que tu l'assassines, là, mais presque pour qu'il abandonne. C'est un gars très durable. Donc, peut-être que c'est le gars qui permettrait à Khamzat Chimaev de passer le premier round, finalement. Là, qui n'a pas été testé vraiment plus longtemps que 5 minutes. Ce serait peut-être ce que je verrais. Évidemment, toute la mise en bouche aussi. Vicente Luque contre Khamzat Chimaev, ça me parle plus. Ça pourrait être intéressant. Il devait affronter Leon Edwards il y a quelques mois, au courant de l'année passée, puis le combat a été annulé en raison de la COVID aussi. Leon Edwards qui est classé 3e ou 2e, donc à suivre. Mais c'est sûr que là, on passe aux choses sérieuses là, pour Khamzat Chimaev. On se demandait, est-ce qu'il va être de retour comme il était auparavant? Oui, il a terrassé tout le monde, mais ce n'était pas des gros noms. Là, on lui donne un gars solide, passe au travers, donc il faut continuer dans cette veine-là. Puis peut-être pas en 2022, mais 2023, si ça continue comme ça, potentiel combat de championnat du monde pour Khamzat Chimaev. La ceinture des 170 livres, Max, va être mise en jeu ce samedi à l'UFC 268. Le rematch Kamaru Usman contre Colby Covington, c'était le duel à faire. Leur premier affrontement avait été assez serré, assez bien partagé, jusqu'à ce que Usman passe le KO à Covington à la fin du 5e round. Usman avait, si ma mémoire est bonne, Usman avait quand même dominé. Mais Covington m'avait impressionné quand même, parce qu'il avait mangé pas mal de shots aussi. Là. Ouais. Non, moi, je pense que c'était 2-2 en arrivant au 5e round. C'est ça. Usman a brisé la mâchoire de Covington au 3e round. Puis le 4e round a été le meilleur round de Covington de tout le combat. Il a vraiment été impressionnant, Covington. Puis oui, Usman l'a fini au 5e round. Il était digne d'un champion. Il a réussi à mettre fin au combat avant la limite. Ce qui est vraiment comme digne d'un champion, encore une fois. Mais moi, personnellement, c'est un de mes combats préférés ever. C'est vraiment un bon combat. Je vous suggère d'aller voir ça, Covington contre Usman. Le deuxième, d'après moi, va se terminer beaucoup plus rapidement. Je pense que Usman a pris une coche de plus. Il va mettre fin à sa rivalité contre Covington, comme il l'a fait contre Masvidal. C'est ça. Usman est passé d'un gars avec une réputation de lutteur, de combattant assez terne, à un gars complet, capable de s'imposer dans tous les aspects. C'est pas pour rien là, qu'on l'a placé. Et vous allez me dire, les classements, ça vaut ce que ça vaut. Là. Les gens qui votent pour ça, c'est pas des gens qui suivent le sport de façon très assidue parfois. Mais il est officiellement le meilleur combattant livre pour livre selon les classements de l'UFC. Puis je suis entièrement d'accord avec ça. Là. Il a mérité. 100%.
Ah ouais, absolument. C'est un des meilleurs jabs de toute l'UFC au complet. C'est grâce à Trevor Whitman. On n'en parle pas assez, là, mais Ouais. sûrement qu'on va avoir la chance d'en glisser un mot. Là, mais Trevor Whitman va être l'entraîneur des 3 derniers combats de la carte la semaine prochaine. C'est l'entraîneur de Usman, de Rose Namajunas et de Justin Gaethje. Ce monsieur-là, c'est vraiment comme un charlatan des arts martiaux mixtes. Là. C'est incroyable ce qu'il peut faire avec Usman. Puis Usman, comme tu l'as dit, c'est un lutteur All-American. Il était dans la NCAA. 2e division, mais il cassait tout quand même. Puis au début de sa carrière, c'est ça qu'il faisait. Il luttait les gens, un peu comme Covington. Puis les deux ont vraiment comme pris un step en striking, mais Usman est vraiment supérieur à Covington aujourd'hui, je le crois, de tout mon cœur. Puis je pense vraiment qu'il va mettre fin rapidement au combat samedi. Il a été plus actif aussi, Covington. Ouais, beaucoup plus. Usman, dans les dernières années, là, ça va être depuis que les deux se sont affrontés, un seul combat pour Covington, 3 pour Usman. Covington, c'était Tyron Woodley qui était au bout du rouleau. Ouais, exactement. Donc, puis tu parlais de Usman en lutte, le fameux Marty from Nebraska. Là, Ben Askren. Covington, il est vraiment divertissant. Là. On peut vraiment le détester, mais comme il sait comment vendre un combat, ce gars-là. C'est ça. Oui, effectivement. Puis je ne sais pas s'il va se présenter avec une casquette Make America Great Again ou quelque chose comme ça. Mais c'est ça, Marty from Nebraska, pour la petite histoire. Je pense que c'était Ben Askren qui avait sorti ça parce que les deux luttaient dans la même époque aux États-Unis, en fait, dans la NCAA. Askren était à l'université Missouri, je pense. Missouri, je pense, ouais, tu as raison. Ouais. Et puis, il a fait un camp d'entraînement avec une université au Nebraska où se trouvait Kamaru Usman. Et puis, il ne le connaissait pas sous le nom de Kamaru Usman. Il l'appelait Marty from Nebraska. Puis là, ça, c'est cool, il est bon, le petit gars de Division 2, tout ça. Puis quand les deux étaient à l'UFC, puis que quand ça a commencé à se parler, ça pourrait être intéressant. Usman n'était pas champion encore à l'époque, si je ne me trompe pas, c'était Woodley. Et puis, Askren, ça pourrait être intéressant. Mais là, je vais le planter, là, c'est Marty from Nebraska. Marty from Nebraska s'est rendu un des meilleurs combattants de l'histoire des 170 livres. Va-t-il un jour dépasser Georges Saint-Pierre? Dans nos cœurs à nous, ça semble impossible. Mais quand on regarde les chiffres, là, il s'approche dangereusement de plusieurs records de Georges s'il ne les a pas déjà battus. Puis les défenses de titre, c'est celui qui va être le plus dur à aller chercher. Mais il semble inarrêtable, Kamaru Usman, à 170 livres. OK, il nous reste quelques minutes. Vas-y, Max. J'allais juste dire que dernièrement, là, on a vu les vidéos comme là, c'est les petites vidéos promotionnelles pour le gala de l'UFC 268. Puis Kamaru Usman, Marty Fake Newsman, Marty from Nebraska, c'est autoproclamé le gars le plus dangereux de l'histoire des 170 livres. Fait qu'il dit qu'il est plus dangereux que Georges Saint-Pierre. Fait qu'il va falloir qu'il nous prouve ça samedi. Tu sais, Georges Saint-Pierre a été un fighter vraiment dominant, un combattant all-around exceptionnel, mais c'est pas le gars que tu rentrais dans la cage et tu avais peur de te faire knocker par Georges Saint-Pierre. Mais Kamaru Usman est en train de prendre ce step-là, fait qu'il est vraiment impressionnant. Oui, exactement. Rose Namajunas contre Zhang Weili, championnat des poids pailles, une reprise de leur dernier duel, c'était à l'UFC 261. Je dirais pas que c'est une surprise. Le résultat n'a pas été une surprise la dernière fois, la victoire de Rose Namajunas, mais peut-être la façon. Ça a été ultra rapide, ultra expéditif, et avec ce coup de pied à la tête de Rose Namajunas qui a terrassé Zhang Weili. La Chinoise va arriver là avec le couteau entre les dents, mais tu l'as dit, Rose Namajunas, toujours sous-estimée, mais techniquement une des meilleures combattantes livre pour livre, très bien coachée par Trevor Whitman aussi. Elle est incroyable, cette fille-là. Elle a absolument pas de l'air d'une tueuse, puis quand elle rentre dans la cage, elle est vraiment confiante. On l'a vu à son combat justement contre Weili Zhang. Elle se croit la meilleure, elle est la meilleure, c'est la championne. Ça a été surprenant de la façon que ça s'est déroulé effectivement super rapidement. On se souvient de la réaction du desk de l'UFC, de Joe Rogan, de Cormier et de John Anik qui capotait bien raide. C'était pas mal la réaction de tout le monde qui regardait ce combat-là. Ouais. Même à Jacksonville, la foule s'est levée. Écoute, c'était un moment incroyable. Rose qui pleure, Joe Rogan qui pleure. C'était vraiment là, digne d'un film, là, ce moment-là. Je pense vraiment qu'on va avoir droit à un combat beaucoup plus long, beaucoup plus dur pour Rose Namajunas. Je pense quand même qu'elle va aller chercher la victoire, mais ça va être vraiment une guerre qu'on va avoir droit pour le deuxième combat parce que Weili Zhang là, est prête comme pas possible. Le premier combat, j'ai l'impression qu'elle a peut-être pris Rose un petit peu à la légère, puis là, oublie ça, là, elle va y rentrer dedans. Ça peut. Elle est capable. En dedans, la Chinoise, on l'a vu
contre Jessica Andrade. Elle l'a juste terrassé. Capable d'être dans des guerres également et d'en sortir vainqueur. On a vu ça contre Joanna Jędrzejczyk. Donc, très hâte de voir cette demi-finale-là. Et finalement, violence, alerte, violence entre Justin Gaethje et Michael Chandler. Numéro 2 contre numéro 4 à 155 livres. Un combat ultra important pour les deux. Ah, ça va être incroyable. Ouais, c'est vraiment très important, effectivement. Pour Chandler, qui en est à son 3e combat dans l'UFC, une victoire, une défaite. Il a déjà eu un championnat au titre. Fait que s'il perd contre Gaethje, là, je pense qu'on va vraiment voir Chandler s'effacer vraiment de plus en plus d'un titre de l'UFC. Puis Gaethje, même chose. S'il perd, là, je pense que ça va être vraiment dur pour son moral. Puis la suite va vraiment être dure, effectivement, pour lui. Fait que cette victoire-là, lui qui va chercher la victoire, va probablement mériter un titre de championnat. Puis celui qui va perdre va s'effacer tranquillement des champions des 155 livres. Un combat tellement excitant, 2 cogneurs, 2 combattants qui sont excitants encore une fois à regarder. Justin Gaethje, il se fout bien raide de sa propre santé. Il rentre dans le truc, il veut créer son surnom, c'est Highlight. C'est, comment on dit ça, Highlight en français? Les faits saillants. Ouais. Ouais, exact. Ce gars-là veut se ramasser dans les top 10 des combats les plus spectaculaires, puis il le fait. Moi, personnellement, c'est un des gars que j'aime le plus regarder combattre. Puis même chose pour Chandler, qui a une discipline beaucoup plus comme claire que Justin Gaethje. Justin Gaethje, c'est vraiment comme un bohème des arts martiaux mixtes, on dirait. T'sais. Chandler, c'est une machine. Fait que c'est un clash de style. C'est deux lutteurs excellents qu'on risque vraiment pas de voir de lutte. Je pense que ça va ressembler à Covington et Usman 1. 2 gars qui savent lutter, mais qui vont pas lutter pour 2 secondes puis qui vont s'échanger des coups à la boxe. Ça va être incroyable. Manquez pas ce combat-là. Justin Gaethje, on le connaissait comme le gars, comme tu dis, qui avait aucun... qui se foutait de sa propre santé, qui pensait, qui se foutait de manger des coups pour en donner. Dans son combat, notamment contre Tony Ferguson, en mai 2020, m'avait impressionné par sa discipline. Arriver dans des combats de 5 rounds, arriver dans des combats importants contre des gars ultra dangereux, a bien écouté les consignes, encore une fois, de Whitman. Il lui dit, là, il faut prendre son temps, il ne faut pas se mettre en danger là, contre des gars comme ça, ça ne pardonne pas. Soit plus posé, soit plus calme, entre guillemets, et ça lui avait très bien servi. Est-ce qu'on va voir ce Justin Gaethje-là en fin de semaine? J'ai hâte de voir. Mais je partais du portrait à 155 livres. Là. Charles Oliveira et Dustin Poirier vont se battre à l'UFC 269. Ça, c'est le gala de fin d'année au mois de décembre. Après ça, tu as Benil Dariush. Est-ce qu'il va affronter Islam Makhachev? Ça me parle. Il est classé numéro 3. Tu as le numéro 2 contre le numéro 4 qui se battent en fin de semaine. Donc, le portrait change. C'est la division la plus où il y a le plus de profondeur à l'UFC. Donc, ne manquez pas ces duels-là parce que c'est très, très, très important pour la ceinture et pour le titre potentiel au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Max Carabine, merci énormément d'avoir passé 1 heure en ma compagnie aujourd'hui en remplacement de Pat Côté. C'est moi qui te remercie, Ben. Ça fut un plaisir. J'espère que les gens ont apprécié à la maison. Hey, rappelle-nous où est-ce qu'on peut t'écouter, te regarder, tes médias sociaux, s'il te plaît. Instagram, YouTube, Twitter, à Maxime Carabine. Voilà, c'est tout. Je vous rappelle qu'il est souvent sur les ondes du 91.9. S'il y a une grosse nouvelle à commenter dans le monde des arts martiaux mixtes, ben c'est là que vous pouvez écouter Max Carabine. On se reparle bientôt, mon ami. Merci énormément. Puis on remet ça bientôt. Hein? Ça me fait Merci plaisir. tout le monde d'avoir été là. Yes, sir. Merci tout le monde d'avoir été là. Puis on se retrouve bientôt pour un autre épisode de Dans la cage. Ciao. Salut.